Merci à tous, d'être présents, pour cette session d'information, SEO, les clés et conseils pour, en SEO pour, bien lancer son site web. C'est un webinaire qu'on organise dans le cadre de notre mission avec La Réponse. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, nous, ça va faire 7 ans qu'on existe, on est une association et finalement, on s'est donné comme mission d'aider les acteurs du changement, les initiatives positives, à développer leur visibilité, par le biais du référencement sur, le moteur de recherche. Rémi, si tu veux, tu peux aller à la petite slide, suivante. Hop, oui, même juste après, comme ça, donc effectivement 7 ans, que l'on existe et qu'on s'est donné cette mission-là parce qu'on estime finalement que, les acteurs du changement, que ce soit les associations, les fondations, les coopératives, les entreprises à mission, start-up sociales, acteurs de l'ESS de manière générale, méritent finalement à avoir, beaucoup plus de visibilité sur les moteurs de recherche. Donc pour ce faire, on a également plusieurs, leviers pour vous y aider. On va avoir dans un premier temps notre boîte à outils dans laquelle on met tout plein de ressources à disposition de manière gratuite. Donc on a des articles de blog, des ressources à télécharger, des guides, le replay des webinaires qu'on fait assez régulièrement en SEO ou en SEA. On a aussi la partie audit gratuit, donc on fournit des petits conseils et des audits de situation pour, vous aider, par exemple, à évaluer le potentiel du référencement pour votre, organisation, ou également pour vérifier votre éligibilité au programme Google Ad Grants, qui est un programme, qui a été initié par Google, donc pour les associations et les fondations éligibles et qui finalement permet d'avoir accès à 10 000 de budget publicitaire pour diffuser des annonces, sur le réseau de recherche de Google. Donc, on fournit tous ces petits conseils-là, ces petits audits gratuits et ensuite on a la partie plus, agence, où là on va proposer donc des services en référencement naturel, donc le SEO, en référencement payant, SEA et en gestion de compte, Google Ad Grants. Cette fois-ci pour les organisations qui n'ont pas forcément donc les compétences en interne et qui souhaitent, voilà, qu'on puisse, les aider, à gérer finalement cette partie-là, de leur stratégie. Et on vient tout juste également de lancer un accompagnement, coaching, donc en gestion de compte Google Ads et Google Ad Grants, pour là, cette fois-ci, aider les organisations à, gérer leurs comptes en interne de manière autonome et avec les bonnes pratiques. Donc on aide, voilà, les acteurs du changement, les initiatives positives à travers ces piliers principaux. Vous pouvez nous retrouver toutes ces ressources-là sur notre site web la-réponse.org, et puis sur notre LinkedIn aussi où on publie régulièrement de façon hebdomadaire. Et puis si vous avez besoin d'aide un petit peu, voilà, de conseils, d'audits gratuits, vous pouvez aussi nous contacter, que ce soit via notre site ou via la petite adresse email qui est sur, cette slide-là. Comme je vous le disais, on vous donnera la présentation, a posteriori dans tous les cas. Voilà, je pense avoir, tout dit et puis, bien, je ne prends pas plus de temps. Rémi, je te laisse le micro et je vous souhaite à tous une belle formation. Ok, super, merci Megan pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Euh, donc je vais prendre le relais. Je fais juste un tour rapide sur mon profil. Donc je m'appelle Rémi, je travaille à La Réponse. Ça va faire 7 ans maintenant parce que je suis là depuis les débuts, quasiment. Euh, j'ai vécu 23 ans en France, 1 an aux États-Unis, 12 ans en Argentine et ça fait maintenant 6 ans que je suis en Équateur. Donc j'ai pas mal voyagé. Je suis un entrepreneur aussi et j'ai connu le SEO parce que j'avais besoin de donner de la visibilité à mon agence que j'ai développée en Argentine, une agence d'échange interculturel pour les étudiants qui recherchaient des stages et des volontariats. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu cette thématique. J'en suis tombé fou amoureux parce que je trouve que c'est passionnant. Et donc, de fil en aiguille, je me suis énormément formé pour les besoins de ma boîte, mais j'ai aussi commencé à donner des cours, puis des conférences en Argentine, avant de rejoindre La Réponse et maintenant travailler sur des projets très concrets, très importants. Très souvent aussi d'e-commerce internationaux. Donc, ça peut être complexe. Euh, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça.
Donc, c'est le SEO. Cette conférence, elle est aussi bien pour les débutants qui n'y connaissent rien que pour les profils un peu plus initiés qui sont à la recherche d'infos un peu plus précises. Donc, vous verrez qu'au fur et à mesure des diapositives, je vais essayer d'être à la fois pédagogue, mais aussi de donner des informations plutôt complètes pour que ça puisse vous servir si vous allez essayer de gérer ça un petit peu au début par vous-même et peut-être par la suite vous faire accompagner avec des professionnels. Donc, si vous êtes un entrepreneur qui est sur le point de lancer un site web, c'est la formation idéale. Si vous avez déjà un site web qui fonctionne, c'est aussi une formation très intéressante pour chercher à comment l'améliorer, comment le rendre plus visible sur Internet et sur les moteurs de recherche. Quand on parle de SEO, alors le SEO, je vais revenir sur la définition juste après ces trois diapositives, mais ce SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, c'est en fait de l'optimisation pour la visibilité sur les moteurs de recherche. Quand on parle de moteurs de recherche, bien évidemment, en fait, il y a Google, Bing, Ecosia et compagnie. La réalité, c'est que Google a plus de 90% des parts de marché facilement, et c'est aussi le moteur de recherche le plus avancé de tous. Donc en fait, très souvent, SEO rime avec visibilité sur Google. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on est visible correctement, voire très bien sur Google, ben en fait, on va l'être par déclinaison également sur Bing et sur les autres moteurs de recherche. Si on fait un minimum de choses qui sont propres à ces moteurs-là, ben après, on va avoir les mêmes mécanismes qui fonctionnent. Donc c'est ça que l'on va viser. C'est dans un premier temps satisfaire un peu Google et être efficace sur Google pour être bien visible sur ce canal d'acquisition très important. Donc, quand on cherche à être très visible et très présent sur Google, on est face à ce qu'on appelle les trois piliers. C'est-à-dire qu'il y a trois choses qui vont être importantes. La première, c'est l'aspect technique de votre site Internet. Il y a beaucoup de critères qui rentrent dans cette catégorie-là, mais tels que la vitesse du site, tels que la lisibilité du site par Google pour en comprendre le contenu. Ça fait partie des critères qu'on va trouver là-dedans. Donc, le pilier technique est hyper important dans le travail qu'on va faire. Donc, on le note. Le deuxième va être les mots-clés, le contenu. Ça, c'est le pilier numéro 2, c'est-à-dire les pages qu'on crée, les mots qu'on va utiliser, les mots-clés qu'on va identifier, sur lesquels on va essayer de faire un peu plus pression, vont être hyper importants et il faut bien faire les choses. On va en parler aussi. Ces étapes-là vont être vraiment détaillées par la suite du webinaire. Donc, voilà, le pilier 2, ce sont les mots-clés et le contenu. Et puis, l'étape 3, le pilier numéro 3, c'est toutes les interconnexions qu'il va y avoir à l'intérieur de votre site et en dehors de votre site. C'est ce qu'on appelle le netlinking. Donc, c'est tout ce qui est lien et tout ce qui est en fait navigation de lien en lien à l'intérieur de votre site et tous les sites Internet qui pointent vers votre site. Donc ça, c'est le pilier 3. On va beaucoup en parler aussi. Donc on va aborder ces trois étapes les unes après les autres pour vous expliquer en quoi ça consiste. Petit rappel quand même, là vous avez devant vous une recherche qui est faite sur Google, des chaussures Converse, voilà, basket Converse. Je rappelle juste que on est en train de parler dans cette conférence du cadre qui est en bleu, les résultats naturels. OK? Le cadre qui est en jaune, ce sont en fait des publicités qu'on a pu faire grâce à Google Ads ou Google AdGrants dans certains cas. Donc ça, c'est du SEA. C'est pas la même chose que le SEA, que le SEO. Le SEA, ça veut dire Search Engine Advertising. Donc, si vous voulez être dans le cadre jaune, il vous faut faire des campagnes de publicité via Google Ads, via Google AdGrants. Si par contre, vous ne voulez pas dépenser de l'argent en campagne publicitaire, vous pouvez faire du SEO. Le SEO consiste à travailler sur votre propre site. Donc, tous les efforts vont être concentrés sur votre propre site. Et une fois que votre site aura un bon SEO, vous commencerez à apparaître dans les résultats qui sont dans le cadre bleu, c'est-à-dire juste en dessous des publicités. Les publicités, elles ont tendance à s'activer sur des volumes de recherche assez conséquents, c'est-à-dire sur les requêtes qui sont réalisées plusieurs fois par mois par beaucoup de gens.
OK? Si on est sur des requêtes un peu plus précises, euh, les publicités, elles ne vont pas s'activer, ce qui veut dire que le cadre bleu va être directement en haut, ce qui est très intéressant puisqu'on gagne en termes de visibilité. Plus on est en haut, bien évidemment, plus on est visible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les 3 4 premiers liens se récupèrent la majorité du trafic, puisque c'est là où les gens vont cliquer. OK? Et aussi, il faut savoir que si vous êtes visible en page 2 des résultats ou en page 3, ben, c'est pas bon du tout parce que en fait, les gens n'y vont pas. On dit souvent que c'est un endroit parfait pour cacher un cadavre. Mais c'est très très important. Regardez, il faut que vous ayez la possibilité, vous, de contrôler à quels endroits vous apparaissez sur les moteurs de recherche. Il y a plein de possibilités de le faire. Mais si vous êtes visible, vous aurez des clics et donc des potentiels prospects. Et si vous ne l'êtes pas, ben, ce sont des opportunités de perdu. Voilà. On voit les autres cadres aussi, le rouge et le vert. Le rouge, on ne va pas en parler, c'est Google Shopping, c'est très spécifique. Et on voit qu'il y a écrit lien commercial, c'est pour tout ce qui est Google Ads aussi. Par contre, le cadre en vert en bas, Google Images, ben, c'est le référencement des images. Donc ça, on va en parler aussi parce que ça fait partie des éléments à bien configurer sur votre site Internet. Si c'est bien fait, vous aurez aussi une possibilité d'apparaître si vous faites un clic sur une recherche, à côté de recherche web en haut, vous avez recherche par image, vous être aussi visible via cette fenêtre-là. Voilà. Donc c'est le cadre bleu qui va nous intéresser. De quoi on parle quand on parle de tout ce qui est aspect technique de son site internet et bien évidemment expérience de l'utilisateur parce que ça va ensemble. On parle de beaucoup de choses et on va commencer par le B à bas du sujet car très souvent il est mal implémenté dès le départ et on le voit et ça peut être dans certains cas grave. C'est lorsqu'on parle du nom de domaine. Si vous êtes sur le point de l'acheter ou de créer votre site, étudiez ça avec énormément de patience parce que c'est une étape importante et beaucoup de gens se plantent. On le voit ici dans la description. Il y a plusieurs éléments qui construisent ce que l'on appelle le nom de domaine. Et ce qu'il y a de très important, enfin l'URL, pardon. Ouais, l'URL, ça comprend un préfixe, un sous-domaine, un nom de domaine et une extension. Les deux éléments les plus importants vont être le nom de domaine et l'extension. Le nom de domaine, normalement, euh, c'est votre marque. Ok, difficile d'y mettre des mots-clés à cet endroit-là. Privilégiez la marque et évitez les jeux de mots, les jeux esthétiques ou quoi. Faites au plus simple parce que c'est hyper important et ça aura un impact sur votre visibilité, sur votre propre nom, voilà, sur Google. Et l'extension, le .com qui est après, ben, il en existe de nombreux. Et on voit aussi que certains font beaucoup d'erreurs. Donc, évitez les erreurs et restez sur ce qu'il y a de plus logique. Par exemple, le .com est une extension très générique qui permet de faire énormément de choses. Donc, c'est une extension qu'on va un peu privilégier dans de nombreux cas, surtout si vous vendez des produits ou des services. Le .org aussi peut être intéressant. Le .net, ce sont des extensions qu'on appelle génériques et qui vont vous permettre d'être un petit peu visible partout, aussi bien en France qu'à l'international, suivant le cas. Voilà. Les points .gov, par contre, ou les points .edu sont limités. Tout le monde ne peut pas les utiliser, mais il y a des procédures à faire. Et si on les obtient, ça peut être très intéressant si on est justement une entité rattachée au gouvernement ou alors le point .edu, tout ce qui est école publique, voire école privée, suivant le pays et les réglementations, ça peut être aussi intéressant à obtenir. Et après, vous avez les extensions qui sont par pays. Alors, c'est là où on peut avoir des effets non souhaités. Le point .fr, par exemple, qu'on connaît tous, c'est relatif à la France. Le point .es, c'est l'Espagne. Le point .it, c'est l'Italie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on les choisit? Si notre nom de domaine, justement, termine en point .fr, ben, on va envoyer un signal fort à Google et aux autres moteurs de recherche. Ce signal fort, ça va être le gros de mon activité se passe en France. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir un boost un peu de votre visibilité en France, mais vous allez avoir par contre des sortes de malus sur votre visibilité dans les autres pays de la zone euro, par exemple, parce que vous avez envoyé ce signal-là. Donc, si votre site est en point IT, qui correspond à l'Italie, ça va être la même chose avec l'Italie.
Donc, faites attention avec l'extension qui s'appelle un TLD, c'est le terme technique. Si le TLD est relatif à un pays, vous allez avoir ce genre de conséquences. Si, par exemple, la marque Nike, qu'on connaît tous, veut faire un site Internet pour une action de communication et ils vont pour ça utiliser le slogan Just Do It, et ils ont pour idée de créer le nom de domaine qui va être just-do.it. Voilà, Just Do It. C'est parfait. L'URL, c'est exactement le slogan, etc. Ben, sans s'en rendre compte, ils font une énorme connerie. Ils sont en train de positionner leur site en Italie. C'est un exemple. OK? Mais il faut le savoir. Alors, ça, c'est juste une histoire drôle, mais qui, moi, m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découverte. Il y a des îles perdues en plein milieu du Pacifique, les îles Tuvalu, donc c'est leur nom. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les îles Tuvalu, elles ont eu comme extension qui leur a été assigné l'extension .tv. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la majorité des chaînes de télé dans le monde ont voulu acheter le .tv en pensant que c'était une extension dédiée au canal de télévision et aux chaînes vidéo qu'il y a en ligne. Donc, cette petite île n'a rien compris, mais il y a eu une affluence d'achat de ce nom de domaine qui a rapporté une fortune colossale à ces petites îles qui ont maintenant un excès d'argent, donc ils ne savent pas quoi en faire. Et ce comportement anormal a dû être étudié par les registrars, les organismes qui gèrent les extensions de domaine, et aussi les moteurs de recherche. Et ils ont complètement détaché le .tv de l'assignation géographique des îles Tuvalu. Ça a été nécessaire parce qu'il y avait beaucoup trop de chaînes de télévision qui avaient acheté ça. Donc c'est un cas très précis, très unique, mais dans la majorité des cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous mettez une extension de pays, vous aurez les conséquences liées à ce choix. Mais c'est très drôle. Allez voir sur Wikipédia si ça vous intéresse, c'est assez dingue comme histoire. Voilà. Si vous avez un site international, c'est une vraie question à se poser. Comment vais-je le construire? Si vous voulez faire votre site en plusieurs langues aussi. Donc, vous avez par exemple plusieurs configurations et chacune de ces configurations a des avantages et des inconvénients. Ici, si par exemple on classe les langues de notre site Internet via l'utilisation d'une extension de domaine, eh bien, on aura 5 sites différents. Et chacun des sites va être disponible et boosté dans un pays particulier. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. OK? Ici, on est en train de gérer 5 sites différents. Si par contre, on choisit les sous-domaines, qui est cette configuration-là, c'est-à-dire à l'endroit où on met les 3 W, on va mettre l'indice qui correspond à la langue du site. Ici, on a une structure en fait où il n'y a qu'un seul site. C'est le site.com. Et à l'intérieur de ce site, il y a des répertoires où on va avoir des copies dans différentes langues. Donc ça, c'est une configuration aussi possible, mais fortement déconseillée parce que ça peut penser que c'est une bonne idée d'un point de vue technique, mais on se rend compte, nous, les experts en SEO, que c'est très pénalisé par les moteurs de recherche qui ont du mal à fouiller dans les sous-répertoires, dans les sous-domaines en question, EN, FR, IT, ES. Donc c'est vraiment pas un choix à faire. Après, ce qu'il est aussi possible de faire, troisième configuration, c'est garder son site normal, site.com, et à l'intérieur, faire des répertoires. Donc, on a un seul site, on a des répertoires où on classe nos informations par langue, mais ces répertoires-là vont être consultés sans aucun problème par les moteurs de recherche qui vont pouvoir comprendre et classer les différentes sections par langue. Donc la dernière est de loin une des meilleures options à choisir dans la grande majorité des cas. Ça me permet aussi de revenir sur une information qui est importante parce que je dis souvent, oui, Google va scanner votre site, va essayer de le comprendre. En fait, plus précisément, Google a ce qu'il appelle un crawler, c'est-à-dire un petit robot qui arpente le web, qui s'appelle Googlebot, c'est son nom. Il arpente le web et à un moment donné, il va trouver votre site, ce petit robot. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va le scanner, comme ça, page par page, comme le ferait un utilisateur qui passe du temps à consulter tout votre contenu. Donc, en fait, ce robot, Googlebot, va lire vos textes, ce qu'il va vraiment comprendre avec le plus de facilité.
Il va aussi scanner vos images. Maintenant, il les comprend de mieux en mieux. Et puis, s'il tombe sur des vidéos, il va pouvoir aussi regarder les sous-titres, la transcription de la vidéo pour en comprendre le contexte. Et ce sont ces éléments-là, captés par Googlebot, qui sont transmis à Google, à l'algorithme de Google, et qui va donner les informations concernant votre site afin de savoir où est-ce qu'il faut le montrer, en quelle position il va falloir le mettre sur telle ou telle recherche, etc. Donc, plus on facilite le travail de Googlebot, plus on optimise son site pour que Googlebot puisse absorber ces informations et plus on joue en notre faveur et on augmente nos chances d'être pris en compte et dans les premiers sur de nombreux et apparaître comme premier sur de nombreuses recherches. Voilà. Un autre élément qui est important, on est toujours dans le pilier technique, je le rappelle. Un élément qui est important, c'est aussi d'avoir les fichiers de son site Internet proches de ses utilisateurs. Pourquoi? Parce que sinon, ça va provoquer beaucoup de problèmes. Si par exemple, je suis en France, toute mon activité est en France, mais j'ai trouvé une offre super pas chère de hosting qui est en Californie, elle est parfaite pour moi, je la prends. Ce qui va se passer, c'est que votre site et les fichiers qui constituent votre site vont être en Californie. Et chaque fois qu'un utilisateur de France va taper l'URL de votre site, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une requête qui va être envoyée de France par l'utilisateur aux États-Unis. Je veux consulter tel site. Et les États-Unis, le serveur aux États-Unis, votre hosting là-bas, va renvoyer les fichiers en France pour que ça s'affiche sur le PC de l'utilisateur, sur sa tablette, sur son téléphone portable, en fonction de ce qu'il utilise. Donc, ces fichiers-là vont mettre du temps dans les deux sens à circuler. Et ils passent d'ailleurs par un câble sous-marin au niveau de l'océan Atlantique. C'est bien évidemment pas privilégié parce que ça peut prendre plus de 4-5 secondes. C'est très long quand on parle de temps sur Internet pour que tout s'affiche. Donc, si je suis en France, si mes utilisateurs sont en France, il faut que les fichiers de mon site soient quelque part en France pour que ça puisse se charger vite et que le côté technique fonctionne sans aucun problème. Ça paraît une évidence, mais ça l'est pas forcément pour beaucoup de monde. Donc, c'est pourquoi j'en parle ici. Autre point important, c'est comment est construit votre site Internet. Si il est bien codé, on le voit à droite. euh, ben, ici, vous avez par exemple exactement la même fonction qui a été codée de deux manières différentes. À gauche, on a du mauvais code, quelque chose de assez mal codé. Et à droite, on a du très bon code. Quelle est la différence? À gauche, vous avez plus de 11 lignes à exécuter, voilà, par votre navigateur. Et à droite, vu qu'il est bien fait, il est très compact. Et au lieu d'avoir 11 lignes, on se retrouve avec 1, 2, 3, je suis en train de les compter, 9, je crois. Ouais, ça doit être ça. Oui, c'est ça. 9. Alors, imaginez ça, c'est juste une petite fonction. Donc, imaginez si ça se multiplie sur tous les éléments visuels et que vous avez configurés sur votre site Internet. Si vous avez des caddies, un process d'achat et tout, ça peut aller très, très vite. Donc, le code qui est bien fait, il va se charger vite. Le code qui est mal fait, il va se charger lentement, mais il peut provoquer des erreurs. Il peut se passer beaucoup de choses désagréables. Donc voilà, en fonction de l'utilisation la technologie que vous utilisez pour développer votre site, si c'est bien fait ou si c'est mal fait, il y a des conséquences qui sont assez fortes. On le voit notamment pour ceux qui utilisent WordPress, qui est par exemple un des CMS les plus connus. Ça va être le choix du template. Si vous avez mis un template dessus, il y a des templates incroyablement bien faits par des agences qui ont des designers et des programmateurs incroyables. Mais vous avez aussi des templates bien dégueulasses, pas chers, qui ont un codage horrible. Donc il faut regarder ça. Si vous utilisez notre CMS, c'est la même logique. Donc c'est sur ces points-là qu'il faut faire attention. Pourquoi c'est une catastrophe si tous les fichiers sont lents, si la technique de votre site est lente, les temps de chargement sont longs? Pourquoi c'est une catastrophe? Regardez ici, on voit la chute du taux de conversion, qu'on appelle. Puisque là, vous voyez, si un site met 2 secondes 4, donc c'est ce qui est en vert tout en haut, à se charger, on a tendance à observer 2% de conversion rate. Qu'est-ce que c'est le taux de conversion? En général, c'est le pourcentage de personnes qui ont réalisé l'action qu'on souhaite.
Ok, si j'ai un site e-commerce, pour moi, une conversion, c'est une vente. Donc, si mon site met 2,4 secondes à charger, j'ai en général 2 personnes sur 100 qui m'ont acheté un truc. OK? Et regardez ce qui se passe si mon site devient plus lent. Si je prends plus d'une seconde, si je passe de 2,4 à 3,3, 3 secondes 3, j'ai déjà perdu 0,4% de taux de conversion. Ça paraît peu, mais c'est énorme en fait. Vous le multipliez par la quantité d'utilisateurs que vous avez, les mois qui défilent, les années qui défilent, ça peut être très très important. C'est pour ça que les sites e-commerce, notamment les grands noms, font énormément attention à ça. Et si votre site met plus de 5 secondes à charger, regardez, on est en dessous de 0,6% de taux de conversion. Donc, ça peut être très rapidement une catastrophe. On le voit ici aussi via de la data qui nous avait été donnée par Soasta.com et le logiciel Impulse. Ici, on voit que plus le temps augmente, donc plus on va vers la droite le temps de chargement d'une page est long, plus le taux de conversion s'écroule. C'est flagrant. Donc, c'est difficile d'avoir des pages qui chargent en moins d'une seconde, hein, ça existe. Mais il faut absolument pas aller au-delà des 3-4 secondes parce que là, c'est la dégringolade. Donc, il faut être entre les 1 et 3 secondes. C'est sur cet objectif-là qu'ont apparu, vous avez peut-être entendu le nom, les Core Web Vitals. C'est un nouveau concept qui est pris en compte par l'algorithme de Google, qui a été implémenté, je crois, il y a 2 ans, 2, 3 ans. C'est devenu des critères importants pour Google. Ils vont vérifier, par exemple, ben, les temps de chargement. Ça rentre dans ce qui est étudié d'un point de vue technique. Mais ils vérifient aussi qu'il n'y ait pas des éléments de votre site Internet qui bougent pendant que la page charge, parce qu'on le sait tous, c'est insupportable, ça nous est arrivé. Vous vous apprêtez à cliquer sur quelque chose, et entre le moment où vous vous apprêtez à cliquer et que vous cliquez, les éléments ont bougé et vous êtes parti dans une section que vous souhaitiez pas. Ben ça, c'est hyper important aussi. Ça rentre dans l'expérience de l'utilisateur. Donc, Google analyse ça et il analyse aussi sur toutes les pages que vous avez, quel est l'élément qui est le plus lourd et qui met le plus de temps à être chargé. Ces éléments-là sont hyper importants parce que quand on les identifie, ben, soit on les dégage, soit on les optimise, on les fait plus légers et ça a immédiatement des conséquences positives très fortes sur le temps de chargement de la page. Donc, via les Core Web Vitals, Google obtient maintenant des métriques pour tous les sites sur Internet qui sont relatifs à la performance. Et ça devient un point important. Là, on les voit, je les ai un petit peu imagés pour vous aider à comprendre. Ça, ce sont les fameux Google Bots, les crawlers. Ils arpentent le web comme ça. Donc, tôt ou tard, ils vont trouver votre site en naviguant de lien en lien. Et tôt ou tard, vous allez être détecté par les moteurs de recherche. Donc, sachant qu'il faut satisfaire ces Googlebots, ben, il y a des actions à ne pas réaliser, sauf si on veut vraiment être sadique avec soi-même. Mais par exemple, si vous avez à l'intérieur de votre site des éléments en JavaScript, ces crawlers, ces Googlebots-là ne vont pas pouvoir les lire. Donc, toutes les informations qu'il y a dedans seront perdues. Ce qui est dommage, si vous avez mis des mots-clés, si vous avez mis des choses essentielles à votre activité, c'est dommage, ça ne sera pas pris en compte. J'ai aussi vu, alors de moins en moins maintenant, mais j'ai vu des sites entièrement développés en JavaScript. Une catastrophe. Alors ça peut être intéressant parce qu'en JavaScript, on peut jouer avec les éléments qui bougent, etc. Moi, j'avais vu un site où c'était directement un rideau de théâtre qui s'ouvrait, puis il y avait des instruments, des acteurs et tout. C'était sympa, l'expérience était amusante, mais tout était en JavaScript. Ce site n'a jamais existé sur les moteurs de recherche, il n'a jamais été trouvé. Et même cette activité-là a été très vite abandonnée parce que ça a été un échec. Donc, il ne faut pas se mettre des bâtons dans les roues. Même chose avec les éléments Ajax ou Flash ou les documents PDF, c'est loin d'être idéal pour être soumis à Google et essayer d'obtenir de la visibilité dessus. Donc, il faut le prendre en compte. Toujours sur les aspects techniques du site Internet, ben, il ne faut pas... vous avez deux éléments. Alors, on sait que tout le monde utilise maintenant les portables, les tablettes et les PC, portables ou de bureau hein, aussi. Donc, il faut avoir un site qui s'adapte à ces cas de figure. Donc, vous avez, par exemple, la possibilité d'avoir un site qu'on appelle responsive. Alors, responsive, euh, vous avez un seul design, en fait, mais c'est un design élastique.
Et si vous êtes sur un grand écran, votre site, il s'étire comme un élastique. Si vous êtes sur un petit écran, il se contracte comme se contracte un élastique. Donc, les sites responsives sont super intéressants pour s'adapter à tout site de support. Si vous êtes non responsive, ben, vous allez avoir un site qui sera mal vu sur les portables ou trop petit sur les PC fixes, etc. Donc, être non responsive, ça peut être pénalisant. Euh, il y a quelque chose aussi qui est différent à responsive, mais qui peut être aussi une bonne solution, c'est ce qu'on appelle le design adaptatif. Donc là, on est vraiment sur des grandes enseignes parce que c'est très coûteux à développer d'un point de vue technique. Mais on le voit sur Amazon, par exemple. Si on ouvre Amazon sur un PC, ben, on a un site qui est en version PC. Et si on l'ouvre sur le téléphone, on a un site qui est en version téléphone. Donc ça implique beaucoup d'ingénieurs derrière qui travaillent sur ces différentes plateformes. Mais c'est une expérience utilisateur aussi idéale parce que c'est ce qu'il y a, c'est au niveau du visuel, quelle que soit la résolution de votre appareil, vous aurez un affichage optimisé en fait. Voilà, plus coûteux, mais c'est une solution aussi qui existe. Toujours sur les éléments techniques importants, vous avez tout ce qui est failles de sécurité qui sont hyper dangereuses. Vous savez, quand on navigue sur Internet, par exemple, vous avez des sites qui sont en HTTP et des sites qui sont en HTTPS. Vous le voyez peut-être, à côté de l'URL, vous avez un cadenas. Bon, ça, c'est un élément qui est devenu très important aussi en technique, parce que ça veut dire que les données sont chiffrées et que l'utilisateur va être protégé, et que les conversations qu'il y a entre le site Internet et l'utilisateur, notamment pour prendre ses infos sur son adresse, sur sa carte bleue, pour des paiements, etc., ben, ça sera aussi sécurisé. Donc, ne pas avoir un site en HTTPS en 2025, c'est problématique. 2026 également, bien évidemment, tout ce qui est sécurité va venir peser sur la balance. Donc, le cas classique qu'on retrouve souvent, c'est un WordPress, par exemple, avec plein de plugins et ils ne sont pas mis à jour. C'est grave. C'est grave pour la santé de votre site, qui peut être hacké facilement. C'est grave pour les utilisateurs qui sont exposés à des risques. Et c'est grave aussi pour Google qui ne veut pas montrer des sites qui ne sont pas exemplaires en termes de sécurité. Donc, faites le nécessaire, gardez votre site à jour, ça vous évitera de nombreux problèmes et vous irez aussi dans les bonnes directions concernant les directives qui sont données par les moteurs de recherche. Voilà, on le voit ici. En haut, vous avez un site qui n'est pas en HTTPS et en dessous, vous avez un site qui est en HTTPS. Donc, si vous avez un gros signal rouge, ben, il vous faut rapidement contacter la personne qui développe votre site pour activer un certificat SSL qu'on appelle et vous assurer que tout est crypté. Au point de vue toujours sur les aspects techniques de votre site, il y a aussi d'autres éléments qui ont des impacts moins importants, mais qui sont quand même à gérer pour garder votre site en bonne santé. On a notamment les pages 404, les erreurs 404. Alors, vous les connaissez tous, je pense. Tôt ou tard, on tombe dessus. Hein, sur un vieux lien, sur une vieille page qui n'existe plus. Donc là, il y a un visuel sur cette diapositive. Ça se gère si vous êtes le propriétaire du site. Ça se gère en mettant ce qu'on appelle des redirections ou en indiquant aux personnes ce qu'ils doivent faire pour revenir sur votre site. Sinon, ben, vous avez un site qui est mal géré, mais vous avez aussi beaucoup de gens qui se perdent et qui vont peut-être pas continuer à naviguer sur votre site. Donc, c'est du trafic perdu pour vous. Et il vous faut faire comme le font les musées ou autres, des salles pour les pas perdus, en fait. Vous devez guider les gens, les reprendre par la main pour les réorienter vers les bonnes sections de votre site. Donc, idéalement, des redirections automatiques vers des contenus qui étaient similaires à celui qui existait, ou alors des incitations à revenir à la page d'accueil, au FAQ ou autre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les 301. Ce sont des types de redirection. Suivant la redirection qu'on doit faire, il y a plusieurs codes techniques, mais les 301 sont les plus connus en SEO. Voilà. Ça, je ne vais pas en parler, c'est trop technique, les redirections d'URL. On va zapper. Euh, je vais revenir plutôt sur ces informations-là qui sont beaucoup plus intéressantes pour vous. Euh, on est sur le point de clôturer le pilier du technique. Donc là, on est un petit peu sur les outils qui vont nous permettre aussi de s'assurer que tout est bien, tout est clean. Euh, et les deux principaux outils qu'on a avec Google, c'est Google Analytics et Google Search Console. On va retrouver la même configuration chez Bing, avec Bing, Webmaster Tool, etc. Et, et voilà, principalement, ce sont ces deux moteurs-là qui ont ces plateformes-là. On les utilise
dans le cas de Google, donc Google Analytics et Google Search Console, on les utilise pour deux objectifs bien différents. Google Analytics, c'est la plateforme d'analyse de data marketing uniquement. Donc, Google Analytics va nous permettre de savoir euh, comment sont arrivés les utilisateurs sur notre site Internet, via quel canal, si c'est Google, si c'est les réseaux sociaux, etc., etc., si c'est les publicités, etc. Google Analytics va aussi nous permettre de savoir combien on a eu de visiteurs ce mois-ci par rapport au mois précédent, et ainsi de suite. Ça va nous permettre aussi de savoir combien de pages sont consultées par visiteur en moyenne. Voilà, ce genre de données, qui sont des analyses marketing, vont être fournies par Google Analytics, euh, basées sur des échantillons de personnes qui ont donné leur consentement. Il ne faut pas l'oublier, hein, le fameux bandeau des cookies. Voilà. Donc, si on clique oui aux cookies, ben, on génère des chiffres dans Google Analytics quand on visite le site. Si on a mis non au bandeau de cookies, on est inexistant. Donc, le bandeau de cookies a aussi un rôle important à cette étape-là. Mais on a un échantillon, on peut l'analyser, on peut en tirer des conclusions et c'est intéressant. Même chose si vous préférez Matomo, si vous préférez d'autres solutions de données marketing, mais Matomo, c'est par contre beaucoup plus global, beaucoup moins précis, puisque il y a beaucoup moins de suivi des utilisateurs, de personnalisation aussi de la data marketing. Donc, vous aurez des tendances, mais beaucoup plus de difficultés, voire même impossible d'analyser des comportements individuels et de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné sur le site Internet. Donc, Google Analytics, ça sert à ça. Google Search Console, par contre, ça va être la conversation que vous avez avec le moteur de recherche, avec l'entreprise de Google, pour vous assurer que votre site a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne sur le moteur de recherche Google. Donc, c'est une plateforme qui est uniquement pour le propriétaire du site Internet et qui va permettre, par exemple, de donner un petit fichier, le sitemap qu'on appelle, qui est le listing de toutes vos URL qui constituent votre site Internet. Donc, si vous donnez ça à Google Search Console, ben, Googlebot va les scanner les unes après les autres et on garantit ainsi qu'il y ait peu de risques qu'une URL soit oubliée. Donc, vous voyez, on peut faciliter le travail de Googlebot de cette manière-là. Le fichier robot.txt, c'est un peu la même chose. C'est pour donner des indications à Google. Attention, ce qu'il y a dans ce répertoire-là, je ne veux pas que ça apparaisse sur Google. Par contre, ce qui est dans ce répertoire-là, oui, il faut le faire afficher publiquement sur toutes les recherches Google. Donc, on peut donner ce genre d'indication. Google Search Console sert à ça. Et ces deux outils-là, pour booster votre visibilité sur Google, doivent être utilisés et vraiment bien configurés, si je puis dire. Même chose pour Bing, etc., etc. Voilà pour ce qui est des aspects techniques. Alors, je ne rentre pas dans les détails, bien évidemment, mais l'idée, c'est que vous repartiez avec, euh, avec des connaissances qui vous permettront de faire attention par la suite et aussi peut-être de mettre sous les projecteurs des petits éléments que vous avez peut-être oubliés et qu'il vaut le coup d'analyser, de creuser et de revoir pour pas que ça vous pénalise. D'accord? C'est ça l'objectif de cette conférence. Après, impossible pour moi en 1 heure et demie de vous convertir en professionnel du sujet. Donc, au besoin, à un moment, peut-être vous faire accompagner pour traiter tous ces sujets-là en profondeur, faire des audits techniques, par exemple, des audits de visibilité et avoir beaucoup plus d'éléments en main pour pouvoir agir concrètement. Voilà. Pilier numéro 2, donc, les mots-clés et le contenu. Qu'est-ce qu'on va vous conseiller de faire à ce niveau-là? Alors, au début, et avant toute chose, il faut avoir clair les définitions. Quelle est la différence entre mots-clés et requêtes? Parce que c'est deux choses différentes, il faut pas s'embrouiller. Par exemple, sans-abri, Paris et le verbe aider, comme ça, présenté comme ça, ce sont juste des mots-clés. OK? Par contre, aider les sans-abri ou aider les sans-abri à Paris, là, ça va être une requête. Et ce sont les requêtes que les gens tapent dans le moteur de recherche. OK? Les mots-clés vont nous intéresser. On voit ici on voit aussi une autre requête. Aider les sans-abri à Paris, c'est aussi une requête, etc.
Donc, ce sont les requêtes qui vont nous intéresser parce que c'est ce que les gens tapent sur les moteurs de recherche. OK? Mais les mots-clés ont leur importance aussi pour nous, créateurs de sites, parce qu'on va essayer de les identifier pour pouvoir les utiliser un peu partout. Si on utilise des mots-clés un peu partout, ben, on va pouvoir enrichir ce qu'on appelle la sémantique de notre site internet. Et la sémantique, ça va avec nos thématiques d'activité. Et ça, c'est compris par Googlebot de mieux en mieux, par les algorithmes. Donc, euh, il y a ici une sorte de cercle virtueux, c'est-à-dire on va penser mots-clés, on va développer des sémantiques. Ces sémantiques, en fait, indirectement, elles vont être liées aux requêtes que tapent les utilisateurs et donc les utilisateurs vont nous trouver. C'est comme ça qu'il faut réfléchir d'un point de vue stratégie. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Et on voit en dessous une formule mathématique, le 3 factoriel, en fait. 3, ça veut dire 3 mots-clés. Et 3 factoriel, c'est la quantité de combinaisons qu'on peut faire avec ces mots-clés. Et en fait, quand on a 3 mots-clés, on le voit ici, on peut faire en tout plus de 6 combinaisons possibles. On peut faire sans-abri, Paris, aider, aider sans-abri, Paris, etc., etc. Donc, il faut maîtriser les mots-clés et indirectement, on finira par maîtriser les requêtes. Alors, comment on les trouve, les mots-clés qui nous intéressent pour notre activité? Ben, ce que l'on conseille toujours, c'est de faire un brainstorming en interne avec ses collègues de travail et commencer à les noter sur un bout de papier. Alors, on pourrait penser qu'on est face euh, à une tâche impossible. Je vais pas pouvoir noter tous les mots-clés qui correspondent à ce qu'on fait, c'est une tâche sans fin, etc. Ben, détrompez-vous, parce que avec l'expérience, nous, on s'en rend compte aussi. En général, les mots-clés qui vont vous intéresser, vous allez en trouver entre 50 et 150, pas plus. Quelle que soit votre activité, c'est presque ça. Donc, commencez par faire du brainstorming en interne avec vos collègues de travail. Commencez aussi à analyser les mots qui apparaissent les mots-clés qui apparaissent dans vos emails, dans vos conversations, avec vos donateurs si vous êtes une ONG, avec vos clients si vous êtes une entreprise, etc. Et notez sur un bout de papier tous ces mots-clés-là. Ça sera super intéressant par la suite. Euh, oui, échanger avec vos fournisseurs, vos clients, votre entourage, votre famille aussi, super intéressant. Les enfants, encore mieux. Il fait quoi comme travail, papa? Il fait quoi comme travail, maman? On voit le vocabulaire qu'ils ont. Il est en général très intéressant parce que c'est du vocabulaire de monsieur tout le monde. En interne et au niveau professionnel, vous allez utiliser parfois des termes hyper techniques qui sont intéressants, mais il faut aussi avoir les termes de monsieur et madame tout le monde à prendre en compte parce que ces gens-là, en fait, vont démarrer des recherches sur Google et vous cherchent peut-être à vous. Donc, ils le font avec leur propre vocabulaire et leurs propres mots. Donc, tout ça est très, très important. On peut aussi lire tout ce qui est flyer, si vous êtes dans une grande structure, tout ce qui est documents internes, flyers, affiches, etc. Tout ce qui circule à l'intérieur de la boîte ou de votre asso est super intéressant et absorbé. Voilà. On peut aussi regarder le site internet actuel, qui est ce qui est. Mais vous pouvez aussi voir les sites internet de vos concurrents, des autres entités qui travaillent avec vous, etc., etc. Donc, il y a plein d'idées pour créer sa base de données. Une fois qu'on a une base de données, en fait, il y a des techniques pour l'enrichir. Par exemple, utiliser tous les synonymes des mots-clés les plus importants trouvés. On peut aussi exploiter les antonymes. C'est très rare, mais des fois ça fonctionne, hein. On l'a vu notamment en immobilier où beaucoup de personnes cherchent des appartements lumineux, par exemple. Lumineux est un mot-clé intéressant. Mais il faut se poser la question si, par exemple, non obscur ou non sombre est à considérer ou pas. Ce sont des antonymes. Des fois, tout dépend comment fonctionnent les gens. Des fois, on cherche à obtenir quelque chose, de la lumière, soit on cherche à s'assurer que l'on n'a pas de l'obscurité. Vous voyez, donc ce genre de réflexions sont cool. On peut utiliser aussi des outils comme Google Suggest. Vous savez, c'est quand on tape sur quelque chose dans Google, des fois Google complète nos phrases. Ben, il complète les phrases avec ce qu'il a lui comme information et comme données. Donc on peut avoir des suggestions ou des idées qui nous arrivent par ce biais. Ça peut être intéressant. Des logiciels aussi qui sont très puissants, SEMrush, Ahref, il y en a plein qui nous permettent de travailler sur les brainstorming, des mots-clés, des requêtes.
Et on peut même aller jusqu'à trouver les questions que tapent sur les utilisateurs dans les moteurs de recherche. Donc là, je trouve ça fascinant parce que quand on identifie les questions que les gens se posent, on a les préoccupations et donc les problèmes, et on peut réfléchir à des solutions, à des aides, à ce qui va en fait faire en sorte que l'offre et la demande finissent par se trouver. Voilà, analyser aussi en profondeur les concurrents ou les acteurs du secteur, ça peut être un truc qui marche à fond la caisse. Ça nous arrive souvent quand on travaille pour une petite structure, impact, qui arrive sur un marché qui est déjà dominé par des grands du secteur euh, et qui sont là depuis des années. On est vraiment en situation de David contre Goliath. Ben, quelque chose qui peut être très intéressant à faire, c'est ils sont là depuis des années, ils dominent le secteur, etc. Plutôt que d'essayer d'innover et créer un truc par soi-même, commençons par les étudier, à comprendre ce qui fonctionne et à leur absorber le plus de stratégies possible. Et on va réduire en un temps record les écarts qu'il peut y avoir entre David et Goliath sur un secteur. Donc ça peut être un des meilleurs choix à faire en termes de stratégie. Ça peut être très intéressant de considérer ça. Voilà. Enfin, quand on a sa base de mots-clés et qu'on l'a enrichie, ben, ce qu'il est important de faire, c'est de la hiérarchiser, hiérarchiser le résultat. Pourquoi? Parce qu'on a une base de données de mots-clés, par exemple, de 150 mots-clés. Ben, on va devoir faire un premier groupe de mots-clés qu'on va appeler les mots-clés vitaux. OK? Et ces mots-clés-là, on va essayer de les mettre à la racine du site Internet, sur la home page, sur les pages du menu principal. Parce que c'est ce qu'il y a de plus logique à faire. OK? Après, les mots-clés qui suivent, qu'on va appeler les mots-clés importants, pas vitaux, mais importants. On va essayer de les mettre dans les menus déroulants, dans les menus qui sont en dessous du menu principal. Voilà. Et ainsi de suite, en fait. Plus on est à la racine du site et sur les pages qui sont à un clic de la page d'accueil, et plus on va avoir des mots-clés vitaux, et plus on avance dans ce qu'on appelle la profondeur du site, c'est-à-dire on est sur des pages à 2 clics de la page d'accueil, des pages à 3 clics de la page d'accueil, et plus on va avoir des mots-clés qui deviennent précis et qui deviennent complémentaires. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Donc, je vais vous montrer tout ça en visuel. Mais en gros, c'est ça la logique. Sur les mots-clés qu'on choisit, bien évidemment, il faut corroborer à côté qu'il y ait bien des volumes de recherche qui correspondent à ces mots-clés-là. Sinon, on va se positionner sur des requêtes où il y a très peu de gens qui naviguent. Donc, c'est pas intéressant. Euh, il ne faut pas non plus aussi se positionner sur des requêtes qui ont beaucoup de volume de trafic si c'est un sujet qu'on ne traite pas. Alors ça, il n'y a rien de pire, j'ai envie de dire. Ça va vous générer des emails inutiles, des appels inutiles, etc. Donc ne le faites pas. Il ne faut pas essayer d'obtenir du trafic à tout prix. Il faut obtenir tout le trafic qu'on peut sur les mots-clés qui correspondent à notre thématique de travail et notre secteur. C'est-à-dire, il faut que n'importe quel utilisateur capté par notre stratégie puisse amener à une conversion que l'on souhaite. Donc, je vous l'ai dit, une conversion, ça peut être la vente d'un produit si on a un e-commerce, ça peut être l'obtention d'un don si on est une association, le recrutement d'un formulaire, enfin, d'un volontaire si on est une association, c'est-à-dire un formulaire rempli qui se termine par je veux être volontaire et je clique sur envoyer. Donc ça peut être une conversion pour une asso. Euh, Ça peut être aussi des inscriptions de personnes qui cherchent un emploi si on est une asso qui travaille sur l'insertion professionnelle. Donc voilà, il faut bien identifier ces conversions souhaitées au début de sa stratégie pour ensuite faire toutes les actions qui vont nous permettre d'y arriver. Il est aussi important de voir le niveau de difficulté qui peut exister. Ok, louer appartement à Paris, ça va pas être la même chose que louer, louer un bungalow dans un camping au fin fond de la Corrèze. Ok, c'est pas la même chose. Certes, c'est deux requêtes différentes, mais derrière, il y a des niveaux de difficulté qui n'ont rien à voir. Donc, il faut aussi maîtriser le degré de difficulté pour être sûr que ce soit atteignable et vérifier en combien de temps on peut atteindre cet objectif-là. Voilà. Euh,
Et là, je vais enchaîner pour vous montrer, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le premier groupe de mots-clés qu'on a considéré comme vitaux, on va le mettre à des pages qui sont en niveau 1, c'est-à-dire un maximum un clic de la page d'accueil, les mots-clés qui sont importants au niveau 2, et tout le reste va être utilisé pour rédiger des articles de blog, par exemple, pour publier des informations un peu partout, autour des fiches produits, autour des fiches de service, etc., suivant votre cas. Donc, on retrouve ici, par exemple, ce qu'on appelle le sitemap d'un site Internet. Donc, comment est construit un site Internet. Tout en haut, vous avez la page d'accueil. En violet, vous avez le menu principal. Et en dessous, en bleu, vous avez par exemple le sous-menu de la première section du menu principal. Donc, c'est un menu déroulant, typique. Quand on met le curseur dessus, ça se déroule. Ben, on voit ici comment on va s'y prendre d'un point de vue stratégique pour implémenter les bons mots-clés aux bons endroits. Là, vous avez un visuel de comment on fait lors d'un accompagnement avec la réponse pour avancer avec méthode sur ce sujet-là. OK. Ici, on le revoit aussi. Certaines pages sont plus exploitables que d'autres. Tout ce qui est cœur du site, home page, tout ce qui est section qui sommes-nous, institutionnel, etc. C'est hyper exploitable. Il faut pas se rater. Les pages du menu principal, du menu secondaire, c'est ce qui est en jaune. Ça va être hyper intéressant. Et le reste, le blog, ça va venir complémenter, mais ça a un impact un peu moins fort. Plus on va en profondeur dans le site et plus on dilue l'importance que va y attribuer Googlebot, voilà, dans sa navigation. La homepage de votre site va être peut-être vérifiée 20, 30 fois par mois par Googlebot. Un article de votre blog, par contre, il va y passer une fois tous les 3 mois. Donc, il faut prendre en compte ces éléments-là. On le voit ici. Donc, c'est un exemple concret aussi pour vous aider à piger. On a pris un site qui répond justement à la thématique des délais sans abri. C'est le site de la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, c'est un des premiers qui est sorti. Donc, ça veut aussi dire qu'ils font plutôt bien les choses. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais ici, on a plusieurs éléments où on va pouvoir mettre des mots-clés et des requêtes. Et le premier élément, un des éléments les plus importants, c'est le titre de la page. Donc là, on voit qu'on est sur la page d'accueil. Et en fait, le titre de la page, c'est ce qui est pointé par la flèche verte. C'est-à-dire, vous voyez, on a les yeux qui sont sur le site Internet. Normalement, on est déjà en train de se demander où est-ce qu'on va naviguer. Alors que techniquement parlant, il y a un truc qui se passe au niveau de l'onglet Chrome, parce que là, je suis sur Chrome. On voit le texte qui apparaît dans l'onglet Chrome. Eh ben, ça, c'est le titre de ma home page. Et c'est un truc hyper important pour Googlebot. Donc, il faut bien le configurer et pas passer à côté. Ensuite, en dessous, après le titre de votre page, ce qui va devenir important, ce sont les sous-titres qu'on appelle les HN. Alors, les HN, c'est quoi? Ce sont les titres des paragraphes. Donc là, par exemple, je crois que j'ai cliqué sur Qui sommes-nous, sur l'association, voilà, et on voit une association caritative au service des plus fragiles. Alors, on voit que ce texte, il est plus gros, en fait. Donc, on est face à un titre de paragraphe. Il peut y en avoir d'autres ensuite. OK? C'est un peu comme quand on fait une dissertation pour le bac en français. On doit bien penser à la structure de son texte et de sa dissertation. Ben, quand on crée des pages Internet, il faut vraiment avoir la même logique. Parce que le titre de la page est ultra important. Les sous-titres permettent de structurer ce qu'il y a dedans. Et les paragraphes, ben, ce sont des informations détaillées. Donc ça, Googlebot va le comprendre, Google aussi. Donc on voit par exemple, ce que je vous disais, c'est qu'une association caritative au service des plus fragiles, ben, on voit que ça a été mis en titre principal de contenu, le H1. Voilà. Et si on descend, on tombe sur d'autres paragraphes avec des titres et on voit bien qu'à gauche, ça apparaît en tant que H2E, c'est-à-dire titre de paragraphe. Voilà. La mission de notre association d'intérêt général. On voit bien à gauche que dans le code de la page, c'est un H2. Donc ce site-là a très bien fait les choses. Et d'ailleurs, si on regarde comment est construit à gauche la page, on se retrouve avec quelque chose de relativement propre. Donc c'est plutôt bien structuré d'un point de vue technique. Ça va aider Googlebot à comprendre nos textes, voilà, et le contenu de notre page. Bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on va en profondeur et plus l'importance se dilue. Donc, le titre de la page est très important. Le H1
le H2, le H3, plus on va vers un H quelque chose élevé, et plus on dilue euh, l'impact que ça va avoir. Voilà. En dehors de la structure même de la page, ce qui influence aussi, c'est ce qu'on appelle les balises méta. Alors, les balises méta, il y en a trois. Il y a titre, URL, description. Et c'est ce qu'on va configurer au niveau. Alors, si vous êtes sur WordPress, ben, c'est pas sur la construction de la page en elle-même, mais c'est bien avant. C'est dans le listing de toutes nos pages. Là, on peut configurer justement ces trois éléments. Alors, pourquoi c'est hyper important? Ben, parce que quand on consulte la page, on voit pas ces infos. On est dessus, on navigue. Elles sont dans le code, mais visuellement, on ne se voit pas. Où est-ce qu'elles vont apparaître? Ben, elles vont apparaître directement sur Google avant qu'on fasse un clic pour aller naviguer dans la page. Donc, on voit ici que ce sont les éléments qui ont été repris par Google. Et c'est hyper important parce que c'est notre visibilité sur Google. Donc, si c'est bien exploité, le titre, la description, l'URL, eh ben, on maximise les chances que les gens puissent faire un clic chez nous plutôt que chez notre concurrent. Donc, ces éléments-là sont hyper importants. Tout ce qu'on va utiliser aussi dans la rédaction de nos pages, si on met quelque chose en gras, ça va avoir un peu plus d'importance. Si on met quelque chose en italique, ça va être un peu plus important. Si on va mettre un lien sur certains mots, ben, ça va être plus important. Tout ça, Googlebot le comprend, l'algorithme le comprend. Donc, choisissez bien quels sont les mots-clés que vous allez appuyer en fonction du contenu que vous développez sur votre page. On peut aussi agir dans le contenu d'une page sur tout ce qui est optimisation des images. On peut, par exemple, une image, on peut penser que on la met sur la page et c'est terminé. Non, vous pouvez par exemple, modifier le nom de l'image et mettre sans-abri.jpg, par exemple. Et vous avez une image qui a des mots-clés. Vous avez aussi un paramètre qui est le texte alternatif et qui permet aux personnes qui n'ont pas une vue parfaite, aux malvoyants, d'avoir par exemple des indications visuelles, des indications auditives. Par exemple, la photo de la Joconde qu'on a ici, si on a configuré cette balise-là, ben, la personne va entendre s'affiche une image qui représente un dessin de la Joconde. Pourquoi c'est intéressant la balise Alt au-delà de cet aspect d'adaptabilité, je cherchais le nom. Ben, en fait, Google se dit c'est génial, cette balise-là me permet d'avoir des mots que je comprends plutôt qu'une image que j'ai du mal à interpréter. Donc Google détourne un peu l'utilisation de ce paramètre-là, de la balise texte alternatif, pour comprendre de quoi il est question sur l'image en fait. Donc ça fait partie des éléments qu'on peut optimiser. Pareil pour les vidéos, je l'ai dit en début de conférence. Si on active les sous-titres, si on active la transcription, ça peut être comme rédiger une page, vraiment, tellement il y a de contenu. Ça sera pris en compte. Et on va pouvoir aussi ranker aussi bien sur Google Vidéo que sur YouTube. Donc, les vidéos, les gens adorent, les utilisateurs adorent. Donc, si elles sont bien faites, c'est du contenu très, très qualitatif. Voilà. Euh, Ici, vous avez des logiciels. Alors là, notamment, il y a un visuel sur SEMrush qu'on aime beaucoup, mais sur SEMrush, on peut par exemple voir quand est-ce qu'un site décolle sur Google ou quand est-ce qu'il se crache. Donc, ça fait partie des outils très intéressants. Donc, ça m'arrive très souvent avec des assos qu'on accompagne de leur demander qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Comment vous savez qu'il s'est passé? Ben, je vois un creux énorme en fait sur la courbe. Oui, c'est vrai, on a changé le site, on a fait des modifications. Ben, clairement, ça se voit, il y a tout qui s'est effondré. Donc, on peut avoir des historiques, même si vous n'avez pas su activer Google Analytics quand il fallait, etc. Si de votre côté, vous n'avez pas les outils, il y a d'autres outils qui ont des historiques, qui ont des analyses de tout ça. Et dans certains cas, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble. Ça permet aussi de voir les concurrents s'ils sont amenés à décoller et de faire des veilles, voilà, pour être sûr de ne pas être le dernier wagon du train. Donc, c'est intéressant. Là, vous avez un visuel aussi sur Google Search Console. C'est un outil qu'on aime beaucoup parce que sur les mots-clés qui apparaissent et qui ont donc amené du trafic chez vous, on peut voir combien de fois vos liens ont été vus, combien de fois ils ont été cliqués. Donc, ces chiffres-là, là, on voit par exemple que les impressions sont très importantes alors que les clics sont très bas. Ben, ça veut dire peut-être qu'on n'arrive pas à séduire justement au niveau de la configuration de nos liens. Et il faudrait peut-être revoir ces éléments-là pour obtenir plus de clics.
Ok. Après, il y a des logiciels un peu plus techniques, mais Looker Studio, par exemple, c'est celui qu'on utilise à la réponse, qui nous permet de regrouper plusieurs sources d'informations statistiques et de faire des rapports PDF très complets, très détaillés. Ça nous est souvent demandé pour les comités directifs, pour les structures moyennes ou grandes. Mais voilà, ce sont des infos super intéressantes. On est vraiment sur du big data, hein. Quand on commence à regarder ce qui se passe dans Google Analytics, si on n'y va pas avec un objectif précis, avec des souhaits d'analyse particuliers, bon, on est très rapidement noyé dans la quantité de chiffres qu'il y a et d'infos qu'il y a. Donc, ce genre de logiciel nous permet de rendre enfin, de créer des visuels, voilà, basés sur cette big data. Troisième et dernier pilier, et j'essaye de tenir le timing. On est pas mal, il me reste 15 minutes. Juste après, pour rappel, il y aura une grosse section de questions-réponses. Donc, restez après ce webinaire si vous voulez que je réponde à vos questions. Il reste ce dernier pilier à voir, plus un petit élément bonus. Il y a une surprise qui a parlé un petit peu des IA. Bon, ça y est, j'ai vendu la mèche. Mais restez là. Troisième pilier, donc, ça va aller assez vite. C'est les liens. Vous en avez parlé, le netlinking. Alors là, il y a quelques concepts à avoir en tête aussi pour que vous puissiez l'utiliser correctement. On voit ici une phrase, par exemple, qui apparaît sur n'importe quel site. Et on voit que le meilleur article de la réponse, c'est cliquable. OK? Et en dessous, on a l'URL qui va s'ouvrir si on clique dessus. Alors là, vous avez un exemple de quelque chose qui est très bien fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas mis, par exemple, le lien sur cliquer ici. Ça, il faut pas le faire. Il vous faut mettre des mots-clés, articles, meilleurs articles, par exemple, de la réponse. Donc, on a des mots-clés et on va mettre le lien sur ces mots-clés. Comme ça, on a un double effet qui se coule. On a, euh, on a des mots-clés qui sont mis en exergue. Et si on clique sur ça, l'utilisateur sait qu'il va obtenir plus d'infos sur les meilleurs articles de la réponse. Il va d'ailleurs tomber directement dans notre section actualité. Donc, c'est cohérent. Il faut soigner aussi le texte d'encre qu'on appelle. Donc là, par exemple, meilleur article de la réponse, avant de cliquer, on sait sur quoi on va tomber. OK? Il faut faire attention au fait de ne pas ouvrir un pop-up ou une nouvelle page. Il faut, d'un point de vue technique, que ce soit idéalement dans la même fenêtre, dans le même navigateur, que ce soit pas du contenu gênant et que ce soit vraiment une transition d'une page A vers une page B. Donc ça fait partie des bonnes pratiques. Si vous faites pas ces bonnes pratiques-là, vous allez confondre un peu le Googlebot. Voilà. Juste un dernier élément sur ça. J'aime beaucoup prendre comme exemple Wikipédia qui fait ça à la perfection. On l'a tous vu, un article Wikipédia, en fait. On y arrive parce qu'on cherche des informations sur quelque chose. Et des fois, quand on lit un article Wikipédia, on tombe sur d'autres mots, sur d'autres concepts qu'on ne comprend pas. Mais si on clique dessus, on peut avoir des explications relatives à cette nouvelle découverte. Bon, ben, Wikipédia, pour moi, c'est la meilleure navigation possible pour les utilisateurs lorsqu'ils vont de texte en texte. On voit qu'ils cliquent sur les éléments qui leur intéressent et c'est complètement naturel. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vais sur Wikipédia, j'y passe un temps fou parce que en fait, c'est hyper ergonomique. Donc, inspirez-vous de ce genre de bonnes pratiques. Ouais. Quand on parle de liens, ben, il y en a de plusieurs types. En fait, on a à l'intérieur de son propre site quand on navigue entre les pages, en fait, on clique sur des liens. Donc ça s'appelle des liens internes qui sont importants pour la navigation à l'intérieur de votre site. Et aussi pour Googlebot, hein, c'est comme ça qu'il va naviguer entre les pages de votre site pour s'assurer qu'il n'oublie rien. Et régulièrement, il revient, il fait ça et dans différentes directions. Donc les liens internes euh, sont importants pour la navigation insight à l'intérieur de votre site. Les liens entrants, ce sont des liens qui vont être très importants pour deux raisons. C'est par exemple si vous avez un lien sur la chambre de commerce de votre ville, voilà, ou la mairie de votre ville. Il y a un lien qui pointe vers votre site parce que vous êtes une entreprise du secteur qui démarre. Bon, eh ben, ce lien-là, il va avoir un double effet intéressant. Le premier, c'est qu'il va vous amener un peu d'utilisateurs tous les jours. Donc, c'est cool. Si vous multipliez les liens comme ça, ben, vous multipliez la quantité de gens qui vont venir sur votre site. Donc, c'est le premier effet positif d'un backlink qu'on appelle. Et le deuxième effet, c'est que si votre site est nouveau, il n'existe pas, mais que le site de la mairie, il existe depuis 60 ans, il est en ligne. Enfin non, il y a 60 ans, on n'avait pas Internet. Mais il existe depuis les débuts d'Internet, etc. C'est un site qui a du poids, une autorité, qui est officielle sur Internet, etc.
Et le fait qu'il fasse un lien vers vous, ça va vous transmettre des indices de confiance. Donc, votre site qui est inconnu va connaître un pas de géant en termes de prise de considération. Donc, c'est très important, les backlinks. On va y revenir. Et les liens sortants, c'est aussi intéressant, c'est-à-dire si vous mentionnez, vous êtes un professionnel et sur votre site, vous mentionnez d'autres professionnels parce que ce sont les gens reconnus sur votre secteur d'activité, etc., ben, c'est normal de se renvoyer la balle, en fait. Il vous faut être avec les objectifs que vous avez. Il vous faut être avec les bons professionnels, avec les bonnes personnes que vous recommanderiez dans la vraie vie. Ben, il faut le faire aussi sur Internet, c'est un peu comme ça que ça marche. Ce côté un petit peu networking, on le retrouve via le netlinking, en fait, sur Internet. Vous parlez tout à l'heure de Wikipédia, on le voit ici. Il y a un exemple, on lit naturellement en texte et il y a des liens. On peut s'arrêter à n'importe quel moment et orienter sa lecture. Donc, c'est vraiment très, très bonne pratique, Wikipédia. Ici, j'ai aussi illustré visuellement ce que je vous disais en termes de backlink, ou si par exemple vous êtes un tout petit site vert et que vous avez un site comme la boule bleue, qui est le site de la mairie qui fait un lien vers vous, ben vous êtes vert, mais vous n'allez pas rester longtemps vert, vous allez passer bleu. Voilà. Et quand vous êtes bleu, vous allez vouloir vous approcher des sites qui sont encore plus gros, qui sont les jaunes, vous allez vouloir interagir avec eux et devenir jaune, vous, à votre tour de rôle. Donc, c'est comme ça qu'on fait une réputation, c'est comme ça qu'on grossit, c'est comme ça qu'on devient solide sur Internet. Voilà. Si on fait mal ce travail-là, et ici on voit des conséquences néfastes sur un netlinking mal fait. Donc, si on a un site de jeux vidéo, de vente de jeux vidéo, et qu'on a fait des liens qu'on a achetés à droite à gauche, il y a des liens sur des blogs de politique, des liens qui sont depuis le site de mon cousin parce qu'il m'a filé un coup de main, etc. Enfin, on a mal fait les choses, tout va s'écrouler. On va devenir même pénalisé, voire invisible sur Internet. Donc, c'est vraiment pas bon de faire ce genre de méthode. Si par contre on fait bien les choses, c'est-à-dire on se rapproche de journalistes du jeu vidéo, de communautés de joueurs, de sites web dédiés à notre public, qui sont les adolescents, etc., ou les jeunes adultes, ben là, on a ce qu'on appelle le PR, le PageRank, c'est-à-dire notre indice de crédibilité sur Internet, qui va monter en flèche. Voilà, c'est aussi appelé le score d'autorité par d'autres outils, euh, mais ouais, ça marche et ça vous permet de monter au sommet. Si vous faites des échanges de liens avec d'autres sites, évitez ce qu'on appelle le réciproque parce que c'est un peu trop obvio, on dit en espagnol, c'est un peu trop évident en fait que vous êtes, là on vous voit dans le premier cas, c'est un peu trop évident que A et B se sont mis d'accord pour faire des échanges de liens par exemple. Donc il faut que ce soit un peu plus naturel. Euh, si vous avez une communauté de collègues qui bossent avec vous sur la même thématique, essayez intelligemment de dire, écoute, tu peux pas faire un lien sur telle page qui parle de moi, moi je fais un lien sur telle page qui parle de ton autre site, etc. Donc en triangulation, c'est plus naturel, plus intéressant. Là, je vais passer un petit peu sur cette diapo parce que c'est un peu plus technique, mais moins il y a de liens et plus le transfert d'autorité est important, plus il y a de liens sur une page et plus ça se dilue. Bon, c'est le concept de jus de lien. Je crois que je ne vais pas trop rentrer en détail dans cette technique. Éviter aussi ce qui se faisait il y a 5 7 ans, c'était les pages partenariats où on met tous les logos et tous les liens. Ne le faites plus, c'est très mauvais, plus personne n'en veut. Cette pratique est vraiment désuète. Voilà. Idéalement, ben, c'est ça, des bons liens mis en place, c'est-à-dire un article de blog sur une page complètement ancré dans la thématique, dans la contextualité, on fait pas de hors-sujet, etc. C'est naturel, c'est bien construit. Donc ce genre de choses, on valide à 100%. Voilà. Euh, Google a un critère justement qu'il analyse et qui s'appelle l'EAT. Maintenant, ça s'appelle EEAT. Mais en gros, c'est quoi? Ben, c'est toute une série de paramètres qui visent à analyser à quel point vous avez ces 3 lettres. Le E, c'est expérience et expertise. Donc, l'algorithme essaye de comprendre à quel point vous êtes un expert de votre sujet. Le A, c'est autorité. L'algorithme essaye de comprendre à quel point vous êtes imposant par rapport à vos pairs ou non sur la thématique où vous travaillez. Et le T, ça vient de trust, trustfulness, qui est la confiance. C'est est-ce que vous transmettez de la confiance, des gages de sécurité, etc. Parce qu'il y a tellement d'arnaques sur Internet que Google et d'autres moteurs de recherche cherchent à lutter contre ça. Donc, si tout ce que vous faites va dans ce sens-là, vous allez monter dans les résultats. Si par contre, vous tombez dans la catégorie
YML, non, YMYL, qui veut dire en anglais Your Money, Your Life. Ça veut dire je vous prends en otage. Donc, si vous êtes un site arnaque, si vous êtes un site frauduleux, si vous êtes quelque chose qui sent pas bon, ben, vous allez être pénalisé et mis de côté. Donc, attention, ne tombez pas dans cette catégorie-là. Ça peut être très, très dangereux. Voilà, Google y arrive de mieux en mieux à détecter ça et les IA, bien évidemment, leur donnent un sacré nouveau gros coup de main sur ce sujet. Voilà. Pour terminer, une phrase qui est du pape du SEO qui a maintenant changé de métier, mais vous le connaissez peut-être, c'est Olivier Andrieux qui a dit ça. Super bien construite cette phrase. Pourquoi? Parce qu'elle résume un petit peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire le contenu de votre site, il est important, la manière dont vous avez construit votre site. Et donc, si c'est l'élément roi, on va dire, il faut cependant pas oublier que le netlinking, c'est-à-dire la manière de faire les liens, ben, ça serait à ce moment-là une reine. Si le contenu c'est roi, ben, les liens, ça serait la reine. Et l'optimisation de tout ça, technique, bien ficelé, bien construit, fait que tout ce qui est optimisé au niveau macro et micro, ça devient vraiment du content emperor, ça devient vraiment quelque chose de surpuissant qui dépasse tout le reste. Voilà. On a terminé pour le contenu de ce webinaire. Je voulais juste faire une échappée rapide sur un sujet qui est vraiment sur toutes les langues actuellement, qui préoccupe un peu pas vraiment les experts parce qu'on sait comment on avance sur ce sujet, mais beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui ont peur de voir leur visibilité s'effondrer. Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur les IA, sur Search GPT, ChatGPT, pardon, sur Perplexity, etc. Donc, je voudrais juste faire un point sur ce sujet-là. Parce que c'est important. C'est vrai que la visibilité sur Google reste pour le moment un des meilleurs canaux qui puisse exister pour la visibilité d'une entreprise, surtout en France. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays, mais surtout en France. Ça va aller en baissant, il faut le savoir. Et pourquoi ça va baisser? Parce que ça va baisser au profit de l'utilisation de ChatGPT, Perplexity et autres. Et on le voit notamment chez les jeunes, les adolescents, même les jeunes professionnels. Donc, si c'est votre public, attention, parce que le Swift est en train de se faire de plus en plus vite. Donc, je vais vous parler brièvement de ce qu'est le GEO. Alors, le GEO, pourquoi ces lettres? Parce que tout à l'heure, on a vu le SEO, Search Engine Optimization. Ben, le GEO, ça serait le Generative, donc le G fait référence aux IA, Engine, donc moteur, optimisation. Donc, le GEO serait ce qu'est le SEO pour les moteurs de recherche. Le GEO serait la même chose, mais pour les IA. On n'est pas tous d'accord encore sur le bon terme. C'est pour ça que c'est vraiment nouveau. Certains disent GEO, certains disent SAIO, voilà, Search Artificial Intelligence Optimization. Donc, le terme n'est encore pas établi, mais on y pense de plus en plus et il faut faire attention car ça arrive très vite. J'ai des collègues qui me disent déjà, Rémi, c'est faux, j'utilise plus Google, quoi. Des 3 recherches que je fais par jour, c'est maintenant par ChatGPT. Donc, il faut anticiper ça parce que c'est ce qui va arriver sur la fin 2025, 2026, 2027. Ça va être vraiment différent vu la tendance que ça prend. Donc, juste pour un petit rappel et vous aider à comprendre en quoi ça consiste et quelle est surtout la différence. Ici, vous avez sous les yeux ce qu'on appelle IA, mais en fait, ce n'est pas le bon terme. Ce sont des LLM. Je vais y revenir dessus, mais on voit ChatGPT, Gemini, Perplexity, Meta. Qui est super intéressant, Meta. Moi, je l'ai en test sur WhatsApp parce que je suis en dehors de la France et ça marche, mais j'utilise beaucoup plus Meta AI que ChatGPT, par exemple. Notamment parce que je peux avoir un chat vocal avec cette IA. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Il y a le chat ensuite qui est un LLM français et puis la baleine qui est DeepSeek, en fait, le LLM chinois. Donc là, ce sont des exemples, mais il y en aura plus demain, ça n'arrête pas d'évoluer, donc c'est encore très instable, mais c'est grosso modo le panorama actuel de ce qu'il faut surveiller. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ce qu'on appelle communément ces IA? Ce sont en fait des LLM. LLM, ça veut dire Large Language Model. Donc, en fait, c'est un réseau de neurones informatiques, et le but, c'est de générer une conversation avec nous qui marche. C'est juste ça, le but, OK?
Donc, si vous discutez avec ChatGPT ou autre, ben, vous allez avoir une conversation fluide et c'est son objectif. C'est pour ça qu'en dessous du LLM, là, j'ai mis la fonction qui consiste à avoir un objectif conversationnel. Et donc, derrière ces technologies, il y a d'énormes disques durs qui vont stocker des données qui vont leur permettre de pouvoir générer ces échanges, générer ces conversations. Vous êtes d'accord? Ça se limite à ça. Euh, c'est tout. C'est pas un moteur de recherche, on est d'accord? C'est juste un collègue ou un assistant avec qui on pourrait avoir des échanges. Et son disque dur, c'est un peu ce qu'il a comme information dans le cerveau. Voilà. Par contre, un moteur de recherche, c'est différent. Si on prend Google ou Bing, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui permet de classer et donc dire que, par exemple, ben oui, sans-abri à Paris, l'entité numéro 1, c'est celle-là, c'est la plus connue, c'est la plus visible. L'entité numéro 2, c'est celle-là, etc. Donc il y a un algorithme qui gère le classement de ce qui apparaît. Et il y a aussi un disque dur, puisqu'il y a toutes les informations captées par par Googlebot. Donc, c'est un peu un annuaire intelligent. D'accord? C'est pas du tout la même chose que ce que l'on a vu avec les LLM, avec ChatGPT ou autre. Donc, jusqu'à 2024, on avait ça, des gens qui tapaient sur les moteurs de recherche directement leurs requêtes. Et donc, l'algorithme de Google leur donnait les meilleurs résultats en fonction de ce qu'ils recherchaient. Voilà, c'est ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui, on va dire. En réalité, c'était plutôt ce schéma-là. Google, 90% des requêtes. Mais bon, voilà, la grosse bataille se faisait entre Google et Bing. Il y avait d'ailleurs de nombreuses accusations de position dominante concernant Google. Depuis 2025, c'est plutôt ça qui se passe, c'est-à-dire les gens, au lieu d'aller directement sur Google, échangent avec ChatGPT, avec Perplexity ou autre, et c'est directement le LLM qui va lui taper les recherches sur Google ou sur Bing. Donc il y a un intermédiaire en plus au niveau de ces échanges-là, et c'est censé affiner, c'est censé apporter des éléments plus riches aux utilisateurs. La finalité, c'est toujours obtenir plus de choses pour l'utilisateur. Donc, on part de plus en plus vers ce modèle-là. Et ce que l'on observe de dingue, c'est que les étudiants, ils sont tous presque sur ce modèle-là. Il y a plus d'un étudiant sur trois, c'est des données qui nous ont été données par d'autres experts. Il y a plus d'un étudiant sur trois qui a un abonnement pro ChatGPT aujourd'hui, ce qui paraît énorme. Mais voilà, au niveau des professionnels aussi, qui sont sur la tranche 30-40 ans, ils sont en train de switcher de plus en plus vers des utilisations comme celle-là, parce qu'elles deviennent plus intéressantes. Pour nos aînés, par contre, ça ne va pas se faire aussi facilement pour des raisons de blocage avec le changement, etc. Mais la transition est un peu en train de se faire. Voilà. Ici, on voit qu'il y a notamment nos aînés, donc c'est l'icône des utilisateurs le plus gros, qui continuent d'utiliser les moteurs de recherche, et puis les générations, on va dire X, Y, Z et les suivantes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais sont déjà switchées sur différents LLM et différents résultats. Alors, concrètement, ces LLM-là, ils vont venir chercher des informations dans les moteurs de recherche, mais où est-ce qu'ils vont et comment, on ne sait pas trop. Et on n'a pas les informations. Donc, cette partie-là est compliquée. Par exemple, on sait que Gemini, c'est le LLM de Google. Donc, il va avoir le privilège de pouvoir utiliser les connaissances du moteur de recherche et les infos du moteur de recherche de Google. OK? Pas trop de doute là-dessus. Mais les autres, ChatGPT, par exemple, a fait une alliance avec Bing, donc on sait qu'il utilise Bing. Mais on pense aussi que s'il peut aller grappiller quelques trucs sur Google, il va le faire. Alors Google essaye de se protéger de ça, parce qu'il veut défendre son IA. Donc il y a une guerre qui se fait actuellement entre les LLM et les personnes qui créent les LLM ont tendance à tenter le tout pour le tout. C'est-à-dire, on a observé que si ChatGPT nous dit oui, j'utilise des informations sur Bing, ben il ment en fait, c'est un peu faux parce qu'il va piocher là où il peut, tout ce qu'il peut, comme il peut.
Et les créateurs de LLM vont les laisser faire parce que c'est ce qui permet d'entraîner ces LLM à devenir plus intelligents. Donc, il y a un peu un jeu du chat et de la souris. Ce qui est dit n'est pas forcément vrai, etc. Et même au niveau de DeepSeek, les Chinois, on voit qu'ils sont prêts à tout. Ils vont chercher le plus d'informations qu'ils peuvent où ils peuvent. Ils bravent un petit peu les interdits. Ils scannent aussi les articles de presse sans demander le copyright ou les droits d'utilisation. Ils scannent tout et n'importe quoi. Donc, on est dans le flou et il n'y a pas vraiment de communication qui est faite et c'est volontaire de la part des éditeurs de ces LLM parce qu'il y a un peu une guerre qui est en train de se jouer et il y aura sûrement, comme dans toutes les guerres, quelques vainqueurs qui seront ceux qui seront le plus utilisés au niveau mondial ensuite. Voilà. Donc, on a ici les deux canaux. Maintenant, il faut penser comme ça. Les utilisateurs peuvent venir de différents canaux possibles. Donc, ça complexifie les choses. Ça rend aussi nos métiers plus intéressants. Et il nous faut être chaque fois de plus en plus intelligent pour réussir à maîtriser tout ça. Mais ça reste un monde fascinant. Voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. On rentre dans la partie des questions. Donc, c'est le moment. Il nous reste à peu près 20-25 minutes. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais te laisser, Megan, faire une vérification du chat et me dire ce qui remonte comme question et je vais essayer d'y répondre. Et puis voilà. Et si vous devez partir, petit rappel aussi, on va vous donner les éléments relatifs à cette conférence, donc ce PowerPoint. Vous avez plusieurs choses très intéressantes sur notre site internet. Il y a toute une section boîte à outils pour creuser plusieurs sujets, voir des cas d'études aussi pour les associations avec lesquelles on a travaillé, les entreprises à impact avec lesquelles on a travaillé et qui ont partagé leur expérience concernant leur recherche de visibilité sur Internet avec nous. Vous pouvez aussi demander des diagnostics, des audits avec nous. Vous pouvez vous demander à être accompagné. Donc, il y a plein de choses. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Ici, vous avez un petit résumé de tout ce qu'on peut gérer et domaines sur lesquels nous avons des compétences. Donc, voilà. Et on vous remercie pour cette participation. Mégane, je te repasse la main peut-être pour les questions. On va peut-être aussi pouvoir stopper l'enregistrement. Tout à fait. Merci beaucoup Rémi pour ce webinaire, toujours très détaillé, très pédagogue aussi. Je vais enlever l'enregistrement et effectivement, on a une petite dizaine de questions. Alors Ouais, hop. super.